BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue en Tech Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec une émission un peu spéciale ce soir puisque nous allons revenir sur ce sommet AI Impact India. Voilà, il avait lieu il y a quelques jours en Inde et nous allons avec nos débriefeurs inhabituels pour une fois. Vous allez voir, on va parler, ils étaient là-bas, ils vont nous donner un peu toutes les coulisses, tout ce qui s'est passé dans cette ambiance. Et puis on aura d'autres dans la deuxième partie de l'émission, la French Tech aussi, 3 entreprises biotech, espace et le dernier, c'est du quantique. Voilà, ils seront avec nous ce soir et nous parlerons aussi de tout ce qu'ils ont vu là-bas et surtout quel type de partenariat ils sont allés nouer. Voilà, émission spéciale Inde. On est ensemble jusqu'à 21h. Réagissez sur les réseaux sociaux. On est ensemble pendant 1h30 déjà. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. De la tech un peu particulier ce soir, je vous l'ai dit, spécial Inde. Le sommet IA en Inde, c'était il y a quelques jours. On a parlé régulation, on a parlé souveraineté, on a parlé évidemment innovation et le sujet central, c'était l'intelligence artificielle. Tiens, un sommet qui s'appelait l'AI Impact India. Est-ce que l'impact a été un mot fort au cours de ce sommet? Les Français étaient en nombre, à la fois des chercheurs, à la fois des entrepreneurs, à la fois des patrons de grandes entreprises, des start-upers, mais aussi des patrons d'écoles. Donc on va essayer de décrypter un peu tout ce qui s'est dit là-bas pendant ces quelques jours. Évidemment, un séjour fort aussi au niveau français, puisque Emmanuel Macron était en personne là-bas et a rencontré Narendra Modi, le président indien. Voilà, on va parler de tous ces sujets. Première partie plutôt sur le côté institutionnel, recherche, les talents. Et puis on aura dans la dernière demi-heure, on aura 3 start-upers qui étaient là-bas et qui vont nous raconter un peu leur vécu après ce voyage en Inde. Avec nous pour en parler ce soir, Isabelle Reed. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vice-présidente IA à l'université PSL et directrice de l'IA Cluster Prairie, PSI, Paris School of AI. Des gros événements ces derniers jours, donc il y a eu ce voyage en Inde, mais auparavant il y avait les journées scientifiques, c'était ça ? Alors auparavant, nous avons organisé une espèce d'anniversaire du grand événement scientifique qui avait eu lieu l'année dernière lors du sommet français, avec nos amis d'IP Paris et du cluster AI Paris qui sont à ma gauche là. Et nous avons fait aussi une journée business avec France Digital. Oui, qui était à Station F. Avec nous également Vincent Rapp. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Justement, directeur exécutif d'AI Paris. C'est un centre de recherche interdisciplinaire, c'est HEC, l'Institut Polytechnique. C'est ça, c'est l'Institut Polytechnique de Paris et HEC qui se sont mis ensemble pour traiter des sujets de l'IA, à la fois sur l'impact de l'IA sur la société, mais aussi évidemment toute la recherche en IA sur les sciences vraiment dures. Avec une labellisation Cluster IA, c'est ça qui est important ? Tout à fait. Comme Prairie, on est labellisé IA Cluster dans le cadre de France 2030. Voilà, et donc présent au voyage en Inde également. Et avec nous, François Stéphane. Bonsoir François. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général de l'ECE, c'est l'école centrale électronique, c'est ça ? Tout à fait. Et Chief AI Officer du groupe Omnes Éducation, duquel dépend cette école. Et tu étais aussi à ce voyage en Inde, tu pourras nous raconter un peu tout ce qui s'est dit là-bas. D'ailleurs, tiens, je vais commencer avec toi, François. Voilà, la présence pourquoi tu as jugé important d'aller là-bas ? J'y suis allé avec ma double casquette, effectivement. D'abord, directeur général de l'ECE, qui était une école, alors, comme son nom ne l'indique pas, en anglais, on pourrait dire ECE, c'est Electronics and Computer Engineering. On est une école du numérique, de l'ingénierie numérique et de l'IA, bien évidemment. On intervient beaucoup sur l'IA. Et donc, on accueille de plus en plus d'étudiants indiens qui viennent faire leurs études, une partie de leurs études dans nos programmes, pas uniquement en échange, mais aussi des Indiens qui choisissent, par exemple, après leur bachelor d'ingénierie en Inde, de venir passer un Master of Science chez nous. Donc ça, c'était le premier objectif. C'était pour moi de comprendre les interactions avec quels étudiants, quelles universités on pouvait nouer davantage de partenariats. Parce qu'il y a, je ne sais pas si tu sais Frédéric, mais l'Inde diplôme chaque année autant d'ingénieurs que le reste du monde. Oui. Voilà, donc c'est assez phénoménal. On parle beaucoup de la Chine, là, pour le coup, donc c'est des chiffres qui marquent. Et puis, je suis allé avec mon autre casquette en tant que directeur IA, comme on dit en français, Chief AI Officer du groupe Omnes Éducation, qui réunit un certain nombre, une grosse petite quinzaine d'écoles de management, de communication et d'ingénieurs. Et on parlera justement, parce que Vincent, je crois que tu étais au Rush, c'est aussi c'est les rencontres universitaires et scientifiques de haut niveau, voilà, qui l'année dernière c'était un peu en amont du sommet AI Action Summit à Paris. Là, c'était un peu en même temps.
voilà, c'était, on s'est dit hors micro, voilà, il fallait comprendre un peu le mode d'organisation, mais enfin le but c'était de se rencontrer et là il y a eu pas mal de rencontres. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que à la fois pour le sommet en 2025 en France, mais aussi pour le sommet du coup en Inde en 2026, c'est que on sent bien qu'il y a une part de la recherche qui est quand même assez fondamentale. Le sujet en France, c'était vraiment de positionner ces journées scientifiques qui avaient eu lieu à IP Paris, qui réunissaient tout l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche français, donc pas que IP Paris, hein, c'était vraiment tous les acteurs étaient là pour vraiment montrer un peu quel était l'état de l'art. Et d'ailleurs, on avait fait venir aussi beaucoup d'internationaux. En Inde, pareil, on a fait la même chose. Alors, c'était beaucoup plus France-Inde, mais le sujet, c'est quand même de mettre la recherche un peu au cœur des débats. En Inde, parce que le iParis, c'est le regroupement HEC et Institut Polytechnique, donc voilà, on est quand même dans la formation de nos élites. Est-ce qu'en Inde aussi, ils ont, c'est un peu, on sait qu'aux États-Unis, il y a quelques grandes universités dans différents domaines, mais les Stanford, les MIT pour la partie tech, la partie santé. Est-ce qu'en Inde aussi, ils ont comme ça quelques 3-4 grandes universités qui forment vraiment les étudiants les plus doués? Ils ont tout ce qu'on appelle les IIT en fait. C'est des instituts technologiques un peu comme les MIT, mais aussi comme IP Paris ou d'autres grandes écoles. Ils en ont plusieurs, donc il y en a une à New Delhi, il y en a une à Bombay, il y en a plusieurs comme ça sur le territoire, mais c'est très très sélectif. Ouais. C'est vraiment très très sélectif. Donc tu le disais, il y a énormément d'étudiants. Je crois que l'horizon c'est 40 millions d'étudiants en Inde. C'est des chiffres qui sont absolument vertigineux. Et le problème, c'est que quand les IIT vont prendre 99,5 en termes de performance, on se dit que le 99,4, ça représente des millions d'étudiants qui sont très très bons et qui ne vont pas sur les formations. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que c'est très intéressant pour nous d'aller là-bas. Et puis on l'a dit pendant suffisamment longtemps. Hein. C'est vrai que depuis, ça fait 20-25 ans qu'on a vu cette vague d'amener, enfin même un peu plus, mais d'amener beaucoup d'ingénieurs. Enfin, l'Inde est devenue un gros centre de développement offshore notamment. Mais là, on a vu en quelques années, le niveau est vraiment grimpé. Hein. C'est plus seulement un atelier de développement numérique, mais ce sont des centres de recherche importants. Hein, mais complètement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit très bien avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires industriels qui vont aller en Inde pour chercher des talents plus justement de l'ordre de l'ingénieur, capable d'apporter de la masse et de massifier les usages, etc. Mais on a aussi toute une partie des acteurs qui vont chercher des vrais talents, parce qu'il y en a. En fait. Ouais. Et donc maintenant, l'intérêt, c'est aussi de les faire venir chez nous. Isabelle, signature d'un partenariat entre l'IA Cluster Prairie et l'Indian Institute of Technology de Delhi, l'Indian Institute of Science de Bangalore. C'était ça aussi le but de ce voyage, c'est aller nouer des partenariats. Bon, je pense qu'il en existe déjà, mais renforcer un peu ces liens. Des raisons de se déplacer, rencontrer des partenaires et créer de nouveaux partenariats. Alors, bien sûr, l'université PSL a déjà des partenariats avec l'Inde depuis de longues années. En termes de cluster, nous n'en avions pas. Donc, c'était l'occasion de lancer de nouvelles choses. Et puis, pour les mêmes raisons... Cluster, ça veut dire quoi pour ceux qui voudraient comprendre un peu l'étymologie? À quoi ça correspond? Dès 2018, la France s'est dotée d'une stratégie nationale en IA, a créé des instituts, à l'époque, les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, il y en avait 4. Et puis, en 2024, a relancé un appel pour créer des clusters. Ce sont des projets universitaires recherche, formation, innovation qui ont une masse critique importante en IA. Ça ne veut pas dire que d'autres universités en France ne font pas d'IA. Ça veut simplement dire que peut-être elles le font sur des volumes moins importants. Donc, on a 9 clusters en France. Et qui peut être regroupé sur la santé, la robotique, l'IA, mathématiques. L'ensemble des disciplines. Et donc là, oui, le but... Là... Et donc là, pour nous, l'idée, c'était de pouvoir créer ce partenariat qu'on souhaite étendre, qui sera ouvert à qui veut nous rejoindre, pour travailler sur quelque chose qui était assez dans l'esprit du sommet, c'est-à-dire une autre voie pour l'IA. Oui. Et en particulier pour travailler sur toutes les méthodes qui pourraient permettre de partager des données entre pays, mais de manière sûre, en respectant les lois, en respectant les usages. Ça veut dire des problèmes techniques, la préservation de la privacy ou des choses comme ça, mais ça veut dire aussi des travaux en amont, puisque si vous regardez par exemple le RGPD européen, donc la loi qui vous permet de protéger vos données personnelles, il existe un équivalent indien, mais qui n'est pas tout à fait le même. Et donc, si vous voulez partager des données
en respectant les deux côtés, mais il faut se mettre d'accord sur le minimum de règles à respecter. Ils sont un peu moins, par rapport aux Américains, il y a un peu moins ce côté Far West, enfin, ils sont un peu plus respectueux. Alors on sait que l'Inde, c'est un pays continent, hein, il y a 7 grandes régions, mais est-ce que globalement, on a une ADN plus... on voit souvent, lorsqu'on parle aux Américains de RGPD, protection des données, oui, certains voient bien, mais il y en a beaucoup qui voient ça de façon complètement différente. Mais est-ce qu'on est plus proche de notre compréhension de la protection de la vie privée? Il faut l'espérer, puisque c'est une voie dans laquelle on essaie de s'engager. Non, mais comme ça, au contact, ils sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de... Tout n'est pas exactement similaire. Si on parle de RGPD européen, globalement, il est très centré sur les droits de la personne. Mm-hmm. Et celui d'Inde est très centré sur les droits associés à la donnée. D'accord. Donc l'approche n'est pas tout à fait la même si on s'engage dans des voies de régulation et de respect d'un certain nombre de valeurs. François, justement sur ce côté culturel, ADN, on se sent, enfin, parce que souvent, déjà la distance est différente, le côté culturel, voilà, il y a quand même une grosse différence culturelle, mais est-ce que dans ce domaine technologique, dans ce domaine enseignement supérieur, est-ce que là, oui, il y a des choses qui nous rapprochent beaucoup plus qu'avec d'autres pays? Oui, par rapport à ce qu'on disait, je voulais juste rappeler que le patron de Microsoft est indien, natif, Google. Satya Nadella, le patron de Google aussi, hein, donc n'oublions pas qu'ils ont des talents. Alors oui, pour répondre à ta question... IBM aussi. Peut-être aussi. Bon. L'Inde est un pays d'ingénieurs. Et la France est un pays d'ingénieurs. Mmh. Et donc, dès ça, on se retrouve là-dessus. Nous sommes des pays d'ingénieurs. On voit ce que l'Inde est en train de faire, effectivement. Donc, effectivement, ils sont beaucoup développés dans l'ingénierie numérique, mais dans l'ingénierie en général, ils sont en train de préparer un plan massif de montée en puissance dans le spatial, dans le nucléaire, dans l'armement, etc. Donc, il y a des similarités culturelles. Nous avons cet ADN. Après, nous sommes 2 démocraties. Donc, nous, on est une petite démocratie, l'Inde est une énorme démocratie, mais je crois que ça compte beaucoup en termes de valeurs. Ce qui est intéressant, on est aussi des pays très divers. Tu as dit qu'effectivement, l'Inde est un continent. La France est un petit continent aussi. La France est un pays aussi très divers, avec des régionalismes très importants, du multilinguisme, la francophonie, le président de la République l'a rappelé. La France défend la francophonie et voire d'autres langues, je dirais un peu locales, en France. Et on voit bien que l'Inde veut aussi avoir une intelligence artificielle ou des IA qui préservent la diversité linguistique, qui est une vraie menace avec les grands acteurs américains et chinois. Donc, je vois, moi, beaucoup de similarités, au-delà du fait que l'Inde, et ça, j'ai pu le sentir aussi, est un pays avec beaucoup de savoir-vivre, un pays qui aime la bonne cuisine, qui aime la culture, la musique, et qu'on retrouve beaucoup en France. Donc, on est des pays très divers, mais en même temps très proches sur les valeurs, je trouve. Et donc ça, c'est vraiment le ferment de bonne collaboration. Et moi, je l'ai senti sur le volet universitaire, le volet académique. J'ai rencontré un certain nombre d'universités qui m'ont accueilli à bras ouverts et j'ai senti vraiment des choses intéressantes à faire. Oui, puis on imagine, Vincent Rapp, que les Indiens voient aussi toutes ces technologies comme un moyen d'emporter la population un peu vers l'eau, parce que le seuil de pauvreté est quand même important dans certaines régions, même dans beaucoup de régions, et que là, c'est peut-être un moyen aussi de peu à peu d'amener la population à grimper de certains niveaux dans leurs conditions sociales. Là-dessus, complètement. Alors, il y a des vrais sujets d'adoption, mais ça, c'est assez global, que ce soit en France ou que ce soit en Inde. Je rebondis sur le point. Il y a quelque chose qui rapproche énormément quand même la France et l'Inde sur l'IA générative en général, c'est cette histoire d'avoir des modèles qui préservent la culture et qui sont représentatifs de notre patrimoine. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important en Inde. Encore plus, ils ont énormément de cultures différentes. Donc c'est quelque chose de particulièrement important et c'est quelque chose sur lequel on se retrouve énormément. Et je trouve ça assez intéressant dans le narratif par rapport au sommet qu'on avait en France en 2025, où on parlait vraiment beaucoup de souveraineté. On parlait de souveraineté à l'échelle de la France. On a beaucoup mis l'accent sur les infrastructures de calcul pour qu'on soit souverain, etc. Et là, on voit qu'il y a une espèce de changement de discours autour de la souveraineté pour beaucoup plus axé sur des modèles représentatifs de nos valeurs qui intègrent exactement ce que notre patrimoine doit intégrer, doit représenter. Et là-dessus, on se retrouve énormément. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrivera à maximiser une utilisation, une adoption d'une IA dans les populations, et c'est vrai en Inde ou en France. Je regardais, Isabelle, là, les quelques objectifs des signatures des différents accords avec les universités, l'Indian Institute de Delhi, l'Indian Institute de Bangalore. C'est sur la protection des données, c'est la cyber, c'est prendre 2-3 axes de travail et puis ensuite approfondir un peu tout ça, puis voir ensuite comment on pourra aller dans d'autres domaines. Après, c'est ça l'idée ?
Oui, tout à fait. C'est quand vous commencez une collaboration avec n'importe quel partenaire universitaire du monde, vous ne pouvez pas signer un partenariat sur tout. Oui. Et donc l'idée, c'est de trouver des points d'accroche, quelques sujets dans lesquels des chercheurs de notre côté pour lesquels des chercheurs de notre côté ont intérêt, qui sont aussi des sujets développés par des chercheurs du partenaire. Et puis, c'est comme ça qu'on peut commencer une collaboration un peu à la fois. Et donc là, pour le coup, cette notion de pouvoir partager des données, parce qu'on parle toujours aussi des fameuses masses de données qui sont nécessaires pour l'entraînement, du fait qu'elles sont globalement, majoritairement de langue anglaise, qu'elles sont possédées par un certain nombre de grands acteurs. Là, l'idée de pouvoir partager des données, c'est aussi, si on pouvait le faire de manière complètement sécurisée, eh bien, d'avoir la possibilité d'utiliser des données beaucoup plus importantes en nombre en utilisant celles de différents pays. Et donc ça nécessite qu'elles soient protégées d'une manière extrêmement précise. D'où le fait qu'il faut encore développer en amont des travaux de recherche pour y arriver. Alors, quelques mots. Donc, vous étiez là-bas tous les trois. Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous ont marqué, voilà, dans les coulisses? Alors, on sait qu'ici, depuis Paris, alors je reviendrai sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, sur Sam Altman qui s'est exprimé sur la régulation. Emmanuel Macron pour dire, mais nous, en France, on a un espace... Enfin, il s'est présenté comme un grand représentant de l'Europe en disant, venez chez nous, on a un espace sécurisé. Alors, on reviendra sur ça. Nous, il y a des petites choses qui nous ont marqué. C'est Dario Amodei, le patron d'Anthropic, et Sam Altman qui se retrouvent sur scène avec tout un tas d'autres patrons qui refusent enfin, on les voit, ostensiblement, ils se serrent pas la main. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des petites choses dans les coulisses ou une ambiance un peu particulière, je ne sais pas, Vincent? C'est vrai que l'image de Altman qui... On voit tout le monde qui se donne la main, sauf les deux. Non, c'est un peu étonnant dans un contexte où on essaye d'être très inclusif et de réunir, je crois qu'il y a... Voilà. Ouais, voilà, on voit, pour ceux qui nous regardent en télé, on voit l'image. Donc c'est un peu bizarre comme message. Non, moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est... donc, il y avait Rush. Donc, Rush, c'était les rencontres universitaires et scientifiques de haut niveau qui réunissaient tout l'écosystème un peu français et indien pour parler de la recherche et pour avancer. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'était en parallèle du sommet. Et c'était pas si loin. Mais en Inde, 8 km ou 5 km, c'est très très long à faire. Donc en fait, je trouve que c'était un peu décorrélé. C'était à New Delhi ou tout était à New Delhi en fait. Et sur la carte, c'est pas très loin, mais en réalité, c'est un peu... Oui, parce qu'il y a une circulation de dingue. C'est ça. Et donc du coup, je trouve un peu dommage qu'il y ait eu cette démarcation en fait entre ce qui a pu être fait avec l'ESR. Donc les enseignements supérieurs. Parce qu'à Paris, ces journées-là avaient eu lieu quelques jours avant. Ça avait un peu marqué un peu le début de toute cette semaine, de ces 10 jours consacrés à l'IA à Paris. Donc c'est un peu le retour que j'aurai à faire. Après, sur le sommet en lui-même, je pense que le fait qu'il s'appelle l'impact, ça avait du sens. Il y avait quand même cette dimension qui était très verticalisation de l'IA. Aller adresser des secteurs spécifiques, notamment en termes d'ingénierie. Ça, ils y ont répondu. Des investissements massifs qui ont aussi été annoncés. Parce que quand on y est, ça se déroule comment? Il y a des grandes keynotes d'hommes d'État qui disent voilà, l'IA, ça doit représenter ça pour notre pays. Et un peu partout, il y a des conférences avec des experts. En fait, c'était bien différent de celui qu'on a fait en France. Celui qu'on a fait en France, c'était très fermé. Au Grand Palais. Et il y avait des side events qui étaient organisés. Là-bas, il y avait sur 4 jours, c'était une espèce de très grand Vivatech de l'IA, donc avec plein d'entreprises, plein de délégations qui venaient présenter. Et il y avait une journée spécifiquement diplomatique où tous les chefs d'État et les grands patrons d'entreprises étaient pour ne pas se tenir la main sur scène. Oui. Voilà. François? Moi, ce qui m'a frappé, peut-être, c'est plusieurs choses. D'abord, dans toutes les rues de Delhi, des panneaux partout, à tous les coins de rue, qui faisaient la promotion du sommet. Alors évidemment, à chaque fois avec la photo du Premier ministre Modi, mais à chaque fois, des messages avec des messages différents, très positifs sur l'IA, partout dans la rue, mais vraiment partout. Deuxième chose qui m'a frappé, c'est effectivement le côté... ouvert, comme tu l'as dit, c'est-à-dire venez, welcome delegates, et venez, très ouvert. J'ai trouvé très ouvert par rapport effectivement au sommet de l'année dernière. Et puis troisième point, moi j'ai eu l'occasion d'aller effectivement sur le pavillon de la French Tech, qui avait été organisé par la French Tech. J'ai trouvé très bien fait. Ce qui m'a frappé, c'est la présence d'un certain nombre d'entreprises françaises, des grands groupes, des PME,
des startups avec vraiment un engagement très fort. Et ça m'a vraiment fait comprendre que le développement de la France et de là, notamment sur le volet académique, c'est-à-dire tant sur le volet pédagogique que sur le volet recherche et innovation, se fera aussi avec les entreprises. C'est avec nous, les instituts d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi avec les entreprises. Et on a, je pense, une chance phénoménale en France, c'est qu'on a un certain nombre de très grands acteurs industriels qui sont présents en Inde depuis très longtemps. On a des startups qui se développent là-bas, des entreprises de taille intermédiaire aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment un moyen très, très fort pour nous d'accélérer nos collaborations avec ce grand pays. Isabelle, sur le côté coulisses, le côté ambiance, le côté ressenti. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter. Je pense que moi, j'ai eu l'impression d'une énergie incroyable dans cet endroit, donc dans ce grand parc d'exposition, dans lequel il y avait effectivement plusieurs halles immenses. Puis ouvert au public. Paris, on était quand même, c'était un endroit fermé, c'était des professionnels et tout ça. Alors, là, visiblement, c'était un peu plus ouvert au grand public. Oui, j'imagine. Alors, je ne sais pas comment ils ont validé les demandes d'inscription. Enfin, comme ils annonçaient 250 000 visiteurs, ça n'a quand même pas dû être trop restrictif. Parce que voilà. Et avec effectivement un endroit plus fermé. Là où il y avait les conférences des chefs d'État, mais sinon des conférences en parallèle dans un peu partout, et vraiment une foule enthousiaste dans les allées qui était assez extraordinaire. Vous parlez beaucoup de ce côté France-Inde. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, par exemple? Parce que c'est vrai que quand on va au CES, on est surpris par les Coréens, les Chinois, un peu moins de Japonais. Mais est-ce que là... je pense qu'il y avait effectivement beaucoup d'Indiens. Oui. Moi, j'ai trouvé deux choses. Alors d'abord, que la place qui était faite à la France était non négligeable, parce qu'il y avait beaucoup de portraits de Modi dans les rues, mais il y avait aussi beaucoup de portraits d'Emmanuel Macron. Et j'ai pas vu de portraits d'autres chefs d'État, sauf erreur de ma part, voilà. Et par ailleurs, sur cette sur ce côté étranger, les Asiatiques, tous ces gens-là. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait vraiment énormément de pays représentés. J'ai même eu la surprise, en allant dans l'un des pavillons, de tomber sur un pavillon de l'Institut de cybernétique de Prague, qui est l'un de nos partenaires, mais qui n'est pas forcément non plus la nation qu'on voit le plus sur ce genre d'événement. Donc il y avait vraiment une représentation extrêmement diverse et variée. Ouais, c'est peut-être le truc. Alors autant je suis assez d'accord sur la partie start-up qui peuvent venir au sommet pour présenter un peu comme on peut faire à Vivatech. Là, il y avait plusieurs pays qui étaient représentés. Sur la partie diplo, par contre, j'ai l'impression qu'il y en avait moins quand même que ce qu'on a pu faire en France l'année dernière. Je crois qu'il y avait moins de pays représentés autour de la table. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est à vérifier. Ouais, je crois qu'il y avait moins de pays africains aussi. Après, l'Inde est loin. Enfin voilà, nous, la France, on est un peu plus... Ça dépend de qui. Oui, mais par rapport à cet univers africain, ces pays européens. Mais... C'est aussi une volonté... Alors, je ne dis pas que ce n'était pas une volonté de l'Inde d'être très inclusive, mais c'était une volonté de la France d'être le plus inclusif possible et d'avoir le plus de pays autour de la table. Il y avait quand même en France un sujet de gouvernance qui était très fort, une gouvernance de l'IA qui était très très fort, que j'ai un peu moins senti en Inde. On était beaucoup plus sur de la collaboration, sur de l'impact, que sur vraiment des sujets de gouvernance pure et dure de l'IA. Moi, j'ai l'impression, on en parlait un peu tout à l'heure en coulisses, j'ai l'impression que quelque chose a été lancé là. C'est-à-dire, on a eu ce sommet à Paris l'année dernière. Oui, il faut rappeler que Narendra Modi était l'année dernière à Paris. Voilà. Donc l'année dernière, c'était un sommet franco-indien, quand même sponsorisé par les deux pays. Là, on a une espèce de Vivatech. Moi, ça me rappelle, dans ma jeunesse, les salons Télécom, Télécom Europe, Télécom États-Unis, machin. On s'est déjà donné rendez-vous l'année prochaine en Suisse, si j'ai bien compris. Donc j'ai l'impression que Genève, ça y est, la dynamique est lancée avec une ouverture. C'est peut-être une sorte de Vivatech de l'IA, quelque part, qui est en train de se lancer. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai appris qu'ils avaient décidé d'ouvrir, ils l'ont fait au dernier moment, d'ouvrir le salon encore le samedi, c'est-à-dire samedi 21. Et finalement, il est ouvert parce qu'il y avait tellement de demandes que moi, j'ai discuté avec des écoles, des universités qui m'ont dit oui, on va y aller samedi parce que finalement, ils ont ouvert samedi. Donc, ça va bien dans le sens de cette grande ouverture parce que l'enjeu, effectivement, pour l'Inde, c'est que l'IA soit adoptée par cette population. Il faut se rappeler que l'Inde, elle est passée directement du pas de téléphone au téléphone mobile. Et finalement, l'Inde va peut-être passer avec un niveau de numérisation de la société qui est ce qu'il est, à tout de suite, ils vont faire le leapfrog, ils vont aller directement avec l'IA
utilisé massivement et peut-être ils vont nous dépasser, nous la France. Donc on a peut-être des choses à apprendre aussi de la manière dont ce pays va faire adopter l'IA par tous les citoyens. Alors, on va marquer une courte pause, on va revenir. Je voudrais bien qu'on aborde un peu. Il y a eu ce thème de la régulation. Hein. Sam Altman a dit qu'il y avait un besoin urgence de régulation. Il y a quelques messages qui ont été passés. Emmanuel Macron défend l'Europe comme l'espace sûr. Arthur Mensch dit attention à la concentration des pouvoirs. Enfin voilà, il y a plusieurs personnalités qui ont profité pour faire passer ces messages. On va marquer une courte pause. On se retrouve juste après avec nos invités pour continuer à parler de ce sommet indien avant de se retrouver dans un an. Ce sera à Genève, en effet, pour le prochain IT AI Sommet. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, un débrief un peu particulier aujourd'hui. On revient sur le sommet indien. On a parlé un peu des coulisses, un peu de tout ce qui s'est passé là-bas pendant ces quelques jours, notamment à la fois des villages start-up. On reparlera avec des start-up qui seront là dans un instant, des entreprises et évidemment des politiques qui étaient là-bas, des diplomates. Il y a eu une grande journée justement pour que on a beaucoup vu Narendra Modi et Emmanuel Macron, parce que c'était un sommet, l'année dernière on a eu franco-indien à Paris, là c'était un sommet indo-français. Il y avait beaucoup de Français présents là-bas, et on en a 3 qui étaient là-bas et qui viennent témoigner un peu de ce qu'ils ont vécu. Isabelle Rille, vice-présidente de l'université PSL, directrice de l'IA Cluster Prairie, et Vincent Rapp, directeur exécutif d'IParis, donc le centre de recherche interdisciplinaire en IA entre HEC et l'Institut Polytechnique, et François Stéphan, directeur général de l'ECE et Chief AI Officer du groupe Omnes Éducation. Un mot sur ce qui s'est dit là-bas aussi, on a beaucoup entendu. Alors, je crois on a le son d'Emmanuel Macron, on n'a pas le son de Sam Altman. Le monde a besoin en urgence de régulation en matière d'IA. C'est Sam Altman qui le dit. Ça a été une des grosses discussions, ça, autour de il faut réguler l'IA. On a profité pour mettre un petit peu les points sur les i, Isabelle. Que ça vienne de Sam Altman est toujours un peu étrange. Le sujet de la régulation est important, et c'est un sujet qui reste sur le devant de la scène de l'IA. Sommet ou pas sommet, c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors effectivement, quand ça vient de Sam Altman, c'est drôle, quoi. Oui. Voilà. Et vous pouvez toujours imaginer qu'il ait de bonnes raisons, ou que son intérêt, c'est qu'effectivement, maintenant que lui a un peu d'avance et qu'il est en train de se faire attraper, on empêche les autres de se développer pour qu'il puisse avoir le temps de reprendre son souffle et de se relancer. C'est un petit peu ce qu'on disait l'autre soir. On avait débattu, on avait fait un débrief la semaine dernière, jeudi soir, on parlait justement de ça, de dire que ça vienne de Sam Altman, toujours un peu étrange. La première fois qu'il avait fait une déclaration de ce type-là, ça devait être en 2023, après un voyage en Europe dans lequel on lui avait expliqué que non, l'Europe voulait réguler. Et donc l'Europe, n'ayant pas réussi à convaincre l'Europe de ne pas réguler, il avait ensuite argumenté qu'il fallait que ce soit les États-Unis qui régulent. Donc bon. Voilà. Vincent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'Europe, là-dessus, est quand même très précurseur. On est les premiers à avoir imposé, ou en tout cas réfléchi à ce que pourrait être une régulation de l'IA en Europe, et surtout le marché européen. Donc, du coup, ça impacte nécessairement tous les acteurs qui voudraient déployer des solutions chez nous. Et donc, du coup, on voit bien que l'importance de la régulation, puisque le sujet revient. Donc, on n'a pas un coup d'avance, mais presque, en fait. Et en fait, après, il y a quand même un point qui est important par rapport à ça. Alors, ça part un peu de la régulation. Le sommet a quand même beaucoup insisté aussi sur la partie fracture IA. Ouais. Alors, ça joue au niveau de la régulation, mais il y a quand même en réalité quelque chose qui est en train de se passer un peu géopolitique entre les États-Unis, la Chine et le reste, sur cette fracture qui est en train de se créer. Et ça va aussi dans le sens du discours, de la fracture entre les blocs, entre le bloc c'est ça. Amérique, que ce soit chinois, indien, et là du coup, comme le disait Isabelle, ou au niveau des infrastructures de calcul, on sent qu'il y a aussi une énorme fracture qui est en train de s'opérer, ou au niveau des talents, en fait. Et c'est aussi important, et je crois que c'est Arthur qui a dit quelque chose. On va l'écouter, tiens. On va écouter Arthur Mensch, ce qu'il dit à un moment. Voilà, on l'écoute et on revient juste après. I would say that we are at a risk today in the world to be. We're facing
Je dirais que nous sommes aujourd'hui dans un risque de faire face à une trop grande concentration de pouvoir de l'intelligence artificielle dans le monde. Nous ne voulons pas être dans un monde où 3 ou 4 énormes entreprises possèdent réellement le déploiement et la création de l'IA et l'accès à l'information. Car en réalité, l'intelligence artificielle est la manière dont nous accédons à l'information aujourd'hui. Nous voulons et nous devons nous assurer que chaque pays, chaque communauté économique a une stratégie pour posséder une partie de cela. Il est important que personne n'obtienne un pouvoir excessif. To own a part of it, not all of it. We're always going to be partnering, and that is extremely important to accelerate. But ownership and ensuring that nobody gets excessive leverage. Voilà, c'est typiquement ce que dit Arthur Mensch. Hein. Mais c'est exactement ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de sommet aussi. C'est pour remontrer aussi qu'il n'y a pas que les big tech qui sont présents quand il s'agit de parler d'IA. Qu'il y a des pays, qu'il y a de la recherche, qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont super importants et qu'on a une régulation qui doit aussi nous empêcher d'arriver à ces monopoles avec des conséquences qui pourraient être totalement néfastes pour la population. Juste un petit mot, là. Alors, c'est juste une petite parenthèse, qu'on a des photos qui nous sont revenues de l'intervention d'Arthur Mensch dans une salle, alors elle était immense, mais qui apparaissait vide. Mais est-ce que la notoriété d'un Mistral est importante en Inde ? Je pense. Oui. Je pense. Alors, je ne vais pas dire le contraire, on a la chance d'avoir Mistral quand même. Ah non, nous, on pousse. Hein. Donc, du coup, François. Mais Mistral a une stratégie tout à fait différente des OpenAI. Mistral a une très belle stratégie qui donne ses fruits, puisqu'ils ont déjà quasiment 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une stratégie entreprise. Donc, ils sont peut-être moins connus du grand public, mais sur le monde de l'entreprise, ils commencent à être très pertinents et très connus. Donc, je pense que c'est intéressant, effectivement. Peut-être sur le sujet de la régulation, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas anecdotique que les 2 premiers sommets de l'IA mondiaux étaient organisés par la France et l'Inde. C'est pas les États-Unis. Après, il y avait eu l'Angleterre, et l'Angleterre 2023, mais qui était plus sur la cyber, ce genre de choses. Sur la partie safety, justement. Safety, c'était l'IA safety. Mais vraiment l'IA de façon plus large, je trouve que c'est là. Et je trouve qu'il y a un vrai momentum. Et quand on parle de la France, on parle de l'Europe. Et le président Macron a bien parlé. Quand il parlait de la France, il parlait aussi de l'Europe. Et je pense qu'on a une vraie carte à jouer là. Comme Isabelle l'a dit, cette autre voie. C'est pas forcément une troisième voie. D'ailleurs, dans une table ronde au Rush à laquelle j'ai participé, un des intervenants a dit « Mais non, je crois que c'est Henri Verdier, qui était l'ancien, j'étais à la table ronde avec lui, qui était l'ancien ambassadeur effectivement du numérique pour la France. Patron de la DINUM à une époque. Et qui est maintenant le directeur général de la fondation d'INRIA, un très bel institut de recherche de référence mondiale sur le numérique. Il a dit « Non, c'est la première voie. » Donc, lui, il pousse bien évidemment. Mais je pense qu'on peut être fier de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il y a un vrai momentum sur lequel il faut s'appuyer, y compris nous-mêmes, là, autour de la table des instituts d'enseignement supérieur de recherche. Et je crois qu'il faut y aller, il faut aller assez vite parce que tout ça va très très vite. Oui, Isabelle, justement sur ce sujet de régulation, le fait qu'il faille aller assez vite, le fait, ce que disait aussi Arthur Mensch en disant qu'il ne faut pas trop attention à la trop grande concentration. Je ne suis pas sûre que les deux soient complètement liés. Les deux sont importants, mais ce sont quand même 2 sujets différents. On pourrait très bien imaginer une concentration d'acteurs qui respectent la régulation ou pas. La concentration, ça a toujours été un problème. Ça a été un problème pour l'énergie, pour les industries minières, pour n'importe quel sujet. Là où ça devient grave, c'est effectivement... où ça devient plus grave, c'est comme le dit effectivement Arthur Mensch dans son intervention, c'est que là, on a encore fait un pas de plus, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui touche la relation à l'information, et même, moi j'irais plus loin que ça, à la relation interpersonnelle, à la manière dont les enfants vont réagir à une consigne que leurs parents leur a donnée si elle n'est pas la même que celle que ChatGPT ou leur bot préféré leur a dit. Enfin, on est vraiment de plus en plus au cœur de ce qui fait la vie de tous les jours de tous les citoyens. Et donc, ça devient extrêmement grave que ça soit concentré dans quelques mains qui, en plus, dont la stratégie n'est pas tout à fait claire pour tout le monde. Vous avez beaucoup parlé, vous avez un peu parlé d'Emmanuel Macron. On va écouter ce qu'il a dit aussi. C'était assez intéressant sur justement faire de l'Europe un espace sûr, pour attirer aussi sur les regards des Indiens sur l'Europe. On écoute Emmanuel Macron. L'Europe ne se concentre pas aveuglément sur la réglementation. L'Europe est un espace d'innovation et d'investissement, mais c'est aussi un espace sûr. Nous sommes déterminés à continuer de définir les règles du jeu et à le faire avec nos alliés tels que l'Inde. Voilà, qui ne régule pas aveuglément. Hein. C'est ce qu'il dit. Mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'Europe mène la danse sur le sujet de la régulation. On nous l'a beaucoup reproché.
où on oppose beaucoup innovation et régulation, pas forcément à juste titre. Et là, on sent que la France est en train d'essayer d'embarquer d'autres pays, et à juste titre, encore une fois. Là, il y a une fenêtre de tir, avec évidemment le contexte géopolitique, une administration Trump qu'on sent capable de tout. C'est ça, en fait. On voit bien qu'il y a quand même un contexte géopolitique qui est quand même assez compliqué. On sent qu'il y a un peu une perte de contrôle de ce que pourraient être les modèles d'IA. Donc, c'est évidemment le moment d'accélérer sur la régulation. Tout en préservant quand même les capacités d'innovation derrière, parce que c'est aussi très important de ne pas brider l'innovation en bout de chaîne. François ? Oui, je crois que la régulation, et je crois que l'Inde l'a dit, doit être mesurée et je dirais pragmatique. Je prendrai l'exemple que ce qu'on fait dans un groupe comme Omnes Éducation, qui est un peu comme une grosse université privée, mais c'est 40 000 étudiants de différentes disciplines. Nous avons édité et diffusé il y a quelques jours nos chartes IA. Charte IA pour les étudiants, charte IA pour les enseignants, charte IA pour les chercheurs. C'est des documents très courts, très simples qu'on a fait. Et en dessous, il y a marqué ces chartes sont amenées à évoluer. Donc, on va être très pragmatique et les faire évoluer dans le temps. Et on veut, par exemple, laisser l'innovation aux étudiants. Les étudiants nous apprennent énormément de choses sur l'usage de l'IA. Ils ne nous ont pas attendus pour utiliser l'IA. Les enseignants aussi et les chercheurs. Donc, c'est un petit peu la même chose, je pense, au niveau mondial sur la régulation. Effectivement, la France et l'Europe, ils ont fait les Act, etc. Donc, certains d'aucuns ont dit oui, mais c'est trop, on bride l'innovation. Moi, je ne crois pas, je partage l'avis de Vincent. Si on prend l'exemple de la RGPD, la France a énormément contribué à la RGPD, on l'a décrié à l'époque. En fait, maintenant, c'est repris par énormément de pays dans le monde. Donc, je pense qu'il faut tenir la position, rester pragmatique et rester conscient qu'avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la courbe exponentielle de la loi de Moore. On n'est plus sur cette partie-là de la courbe. On est là. Une loi exponentielle, c'est comme ça. Oui. On est là. Ça va beaucoup plus vite. On est en train de monter rapidement. Est-ce que c'est un endroit où on a beaucoup parlé argent ? On sait que l'année dernière, il y avait eu beaucoup d'annonces, de signatures, de milliards pour créer des data centers. Alors en France notamment, parce qu'on était à Paris. Mais Vincent, est-ce que on a entendu beaucoup de ça, voilà, dans les allées, on en parlait. Ouais, non, mais ça en parle. En fait, il y a eu énormément d'investissements qui ont été annoncés, que ce soit de la part de Google, Amazon, Microsoft en Inde. En France, le chiffre, c'était 100 et quelques milliards. Oui, c'est 109 milliards. Je crois que ça l'a largement dépassé. Donc, ils ont, mais c'est aussi le jeu de faire un sommet dans un pays. C'est ça, c'est comme les grandes rencontres internationales, c'est pour signer les contrats. L'attractivité de capitaux aussi, parce que, et ça, Emmanuel Macron l'a très bien représenté, l'a très bien redit. Il y a un sujet qui est absolument fondamental quand il s'agit d'IA, c'est le capital. Pas que. La recherche en est un autre absolument important, l'éducation, la formation aussi, mais le capital, c'est aussi important. Et c'est un moment aussi de récupérer des capitaux. Isabelle, quand on signe justement avec d'autres instituts, le but aussi, c'est d'attirer peut-être davantage de fonds, de recherche pour attirer encore les meilleurs chercheurs et davantage de chercheurs. Là, dans notre cas précis, il ne s'agissait pas de fonds, mais bien d'attirer des chercheurs et des étudiants. D'accord. Ici. Oui, tout à fait. Alors après, ça peut être dans les deux sens. Mais alors, on a développé au sein de PSL, en particulier la Paris School of AI, des formations à vocation internationale, qui, comme l'a annoncé le président Macron, sont entièrement enseignées en anglais, de manière à pouvoir capter ça. Et il nous voit justement comme une destination. Alors, il y a quelques étudiants indiens, évidemment, on en voit dans les universités, mais souvent, ils vont regarder l'Angleterre. Bon, il n'y en a pas assez. L'Inde et l'Angleterre. Alors, il reste, je pense, encore un souvenir de formation française, d'une difficulté de vivre en France quand on ne parle pas français. Donc ça, il faut qu'on gomme cette histoire. Toute la politique qui a eu lieu sur les universités françaises depuis 15 ans font qu'elles sont maintenant visibles dans les classements internationaux. Alors, on peut dire ce qu'on veut des classements en termes de recherche. Les étudiants internationaux regardent. Oui, ils savent. Parce que c'est le seul moyen. Enfin, quand vous êtes un étudiant indien, comparé à une université, je sais pas moi, allemande, française et puis des États-Unis, vous n'avez pas de moyen de le faire par d'autres biais. Donc ça, c'est très important. C'est très important pour nous d'augmenter le nombre d'étudiants internationaux qui viennent en France. Et c'est très important pour nous de retenir ces étudiants. Le taux de rétention des étudiants en France est très mauvais. C'est-à-dire que dans les étudiants internationaux qui vont faire leurs études aux États-Unis, alors je suis très mauvaise en chiffres, mais ça doit être de l'ordre de 75% qui s'établissent aux États-Unis. Et nous, pourquoi on a du mal à les retenir ? Parce que la vie est chère, parce que... Je ne suis pas sûre que la vie soit plus chère, mais que les États-Unis, sont généralement moins élevés. Et puis, mais c'est les perspectives qu'on leur donne derrière, c'est ça. Derrière, il y a ce fait d'être bienvenu, d'avoir tout. On a créé l'écosystème.
on a démarré. Maintenant, il faut y aller. Il faut réussir à retenir ces étudiants. On est dans une phase où, en France, on a quand même une démographie en baisse. On a une certaine désaffection des jeunes pour les sciences. On forme de très bons jeunes étrangers dans nos universités, dans nos écoles. Il faut leur donner l'envie de rester chez nous. Et ça fait partie de ce qu'il faut mettre en place, pas seulement pour la recherche, mais pour ensuite travailler dans des ingénieurs, les grands groupes français, etc. C'est un des points importants, hein, Vincent, j'imagine aussi pour le iParis. Oui, non, c'est ça. Alors, sur le sujet de la rétention, il y a deux façons de voir les choses. Il y a les étudiants français qu'on doit retenir. Après, moi, je pense que le fait qu'ils partent, c'est pas grave. L'important, c'est de les faire revenir. Encore une fois, l'exemple de Mistral est, je pense, très bien. C'est-à-dire que c'est des ingénieurs, des gens qui sont formés en France, dans nos écoles, qui partent, qui vont se faire une expérience, notamment aux États-Unis, qui vont apprendre un pragmatisme quand même qui est assez important, et qui vont revenir chez nous pour entreprendre et créer des licornes. Je pense que le schéma, il est parfait, et ça, faut l'encourager. Par contre, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de la rétention de talents étrangers. C'est-à-dire qui donne, on l'a dit tout à l'heure, qui donne un patron de Microsoft, qui donne un patron de Google, qui donne d'autres patrons. Et là c'est vrai qu'on les Indiens. On a du travail alors, pour faire venir plus d'étudiants étrangers. Donc Isabelle l'a dit, mais la base, c'est d'enseigner en anglais, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est pas récent, mais voilà, maintenant on s'y met. Nous, typiquement, nos masters sont enseignés en anglais. Depuis quelques années maintenant, mais on a encore cette image où l'étudiant se dit je vais devoir apprendre le français pour aller là-bas. Et après, il y a tout l'accueil aussi, c'est-à-dire qu'on faut qu'on soit capable d'accueillir tous ces étudiants, de les loger, de faire en sorte qu'ils puissent... Un métro qui arrive peu à peu à Orsay. Alors, c'est ça. Là, c'est pour bientôt. Là. Non, mais c'est voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai qu'on voit ce site qui est bien. Bon, quand on passe en voiture à côté, on voit le métro. C'est quand l'ouverture de ça? C'est la ligne 18, ça. Enfin, ça fait quelques années qu'on l'a été. François, sur ces enjeux des talents. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que le président de la République française est intervenu au Rush, il n'a pas fait un discours, il est intervenu à une table ronde, c'était vraiment intéressant, qui était animée par Clara Chapaz. Il a vendu la destination France. Et il a dit deux choses. Enfin, il a dit, nous avons des institutions d'enseignement et de recherche multidisciplinaires de classe mondiale. Et il a appuyé sur le mot multidisciplinaire, parce que la multidisciplinarité, puis on a bien l'exemple ici avec les deux clusters, elle est clé pour l'IA. Parce que l'IA, ce n'est pas un sujet technologique, c'est un sujet multidisciplinaire. Oui, derrière, c'est la santé, l'industrie. Et puis il a dit, effectivement, maintenant, comme Vincent l'a dit, maintenant, beaucoup d'écoles, d'universités ont des formations 100% en anglais, ce qui est le cas à l'ECE et à d'autres écoles, bien évidemment. Et il a dit aussi, ça c'est important, qu'on est moins cher que nos concurrents internationaux. On est moins cher qu'aller faire un master en Angleterre, aux États-Unis ou même en Inde. On est moins cher parce qu'on est plus efficace, parce qu'une partie, c'est le public, etc. Et on est moins cher, mais on est aussi bien, voire mieux dans certains domaines. Et il a rappelé l'objectif qu'il a fixé en accord avec le Premier ministre Modi, tripler d'ici 2030 le nombre d'étudiants indiens accueillis par des universités et des grandes écoles françaises. Passer de 10 000 aujourd'hui à 30 000. L'Allemagne, aujourd'hui, en accueille 70 000. Ouais. Par contre, comme le disait Vincent, c'est... Oui, vas-y, Isabelle. Je voudrais modérer un peu, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On est moins cher sur le coût de la formation, parce qu'effectivement, il y a une partie qui est prise en charge par l'État, etc. Par contre, en particulier si on prend Paris, la vie à Paris n'est pas facile et chère. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui se fait très bien dans la plupart des universités américaines, c'est une sorte de package tout compris. C'est-à-dire que le prix qui est annoncé est très élevé, mais en fait, ce sont de grands campus dans lesquels il y a des logements étudiants, des moyens pour la cantine. Enfin, c'est pas une cantine, mais pour tous les besoins du quotidien. C'est beaucoup plus rassurant pour des parents qui doivent, en particulier des jeunes étudiants, envoyer un étudiant à l'autre bout du monde. De savoir qu'il va être pris dans une espèce de cocon. Y compris avec des liens avec les entreprises qui sont très présentes et qui, du coup, peuvent les faire travailler pour gagner un peu... Et puis, il y a beaucoup sur les campus américains de petits jobs étudiants, etc. Donc ça aussi, on développe. Nous, on en a développé beaucoup. J'imagine que vous en avez aussi. Mais tout ça, on commence à se mettre aux standards internationaux. Et donc, si vous imaginez aujourd'hui avoir un enfant de 18 ans envoyé, je ne sais pas, en Inde,
c'est beaucoup plus facile si vous avez une somme peut-être plus importante à payer. Il est logé, il est pratiquement nourri, il peut trouver un petit job. Depuis la France, trouver un appartement, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est ce que je reviens sur ce que disait Vincent sur la partie accueil. Voilà. C'est pas juste avoir construire des chambres, mais il faut avoir tout ce contexte. C'est unique. Et c'est l'objectif de créer des campus aussi tel que IP Paris le fait, tout centralisé, et de mettre les écoles un peu au centre d'une future ville au niveau du plateau. Il y a quand même un sujet sur les formations gratuites ou pas, enfin gratuites, pas chères. C'est qu'il y a un double effet à ça. C'est que effectivement, le fait qu'on ait des formations qui soient peu chères est aussi parfois interprété comme un signal un peu négatif à l'étranger. En se disant, ah non, mais ça c'est pas cher, donc du coup c'est pas terrible. Et donc du coup, on a aussi, nous, un narratif à créer, et revendre un peu l'histoire en leur montrant, et là les classements nous aident beaucoup. Voilà. Et c'est exactement la blague qu'a fait le président Macron en disant, c'est pas parce qu'on n'est pas cher qu'on est moins bien. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement des grands campus, comme il y a sur le plateau de Saclay, qui est vraiment de classe mondiale. On voit bien ce qui se passe aussi dans d'autres endroits. Il y a aussi des écoles comme celle du groupe Omnes Éducation qui sont en centre-ville. Donc nous, on a aujourd'hui par exemple, beaucoup d'étudiants indiens qui viennent à Paris. On va ouvrir maintenant des formations anglophones à Lyon, à Bordeaux, puis à terme à Marseille et à Rennes. Et moi, j'ai vérifié avec des interlocuteurs universitaires indiens que les villes, par exemple de Bordeaux et de Lyon, sont très attractifs aussi. Et donc là, le coût de la vie est moins cher. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est comme vous, c'est-à-dire on leur prépare des packages, on les accueille, on leur apprend le français, ce qu'on appelle le FLE, français comme langue étrangère, pour quand même ils puissent acheter leur baguette et prendre leur café sur la terrasse, qui fait partie de l'art de vivre français, pour que demain aussi, ils puissent rester en France pour travailler dans des entreprises françaises. Donc c'est effectivement tout un package, et je crois que vraiment la France est bien dotée de ce point de vue-là, d'autant que les États-Unis ont fermé leurs portes aux étudiants internationaux, le Canada leur a emboîté le pas, l'Australie aussi, le Royaume-Uni aussi. Donc là, il y a une fenêtre de tir dans ce domaine. Vraiment pour développer ça, et comme Isabelle l'a dit, la démographie française est ce qu'elle est. Le nombre de jeunes est en train de baisser en France. Et donc, je pense que le salut pour la viabilité de nos instituts, elle vient aussi par le recrutement d'étudiants internationaux. Ils ont Vincent, ils ont des spécialités. Les Indiens, ils sont... alors évidemment, il y a tous les niveaux, tous les secteurs, mais est-ce que, mathématiques, santé, est-ce qu'il y a des domaines de prédilection de la part des étudiants sur ce 40 millions, ils sont partout. En fait. C'est ça. En fait, la réalité, c'est exactement la réponse, c'est ça. J'ai ma réponse dans ma question. Ils sont très nombreux. Et ils sont très bons, ça fait partie des meilleurs concours, des concours les plus difficiles. Avec beaucoup de parité. Alors moi, je peux témoigner, j'ai discuté avec des interlocuteurs. Dans les métiers d'ingénierie, c'est la parité en Inde. Parce que les femmes travaillent. Et donc ça, c'est très surprenant par rapport à nous qui avons un mal fou aujourd'hui. On voit au Maroc aussi, alors à plus petite la moyenne échelle, des écoles d'ingénieurs, c'est à peu près 25% d'étudiants féminines, ce qui est totalement insuffisant. Et en Inde, et encore, c'est la moyenne. Là, c'est la fourchette haute, 25%. Enfin, c'est la moyenne de toutes les écoles d'ingénieurs. À l'IX, à mon avis. Je donne la moyenne. Donc, nous, à l'ECE, on est à cette moyenne-là, on est content. Mais je dirais que en Inde, c'est la parité, parce que les métiers d'ingénieur, ce sont les métiers porteurs qui permettent aux femmes de travailler et de monter le niveau de vie de ce pays. Et donc, effectivement, c'est tout à fait intéressant d'avoir cet échange. Et je partage ce que Vincent a dit. Ils sont bons partout. Nous, on est déjà plusieurs dizaines d'étudiants indiens. On a commencé vraiment que depuis 2 ans. Et je demande à mes équipes, ma responsable pédagogique, ils sont très bons. Moi, j'ai recruté un enseignant-chercheur qui a fait sa thèse à Paris-Saclay, qui est indien. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que en recrutant des enseignants chercheurs indiens, mais je veux en recruter plein. Avec tous les échanges que j'ai eus, je veux en recruter plein d'autres. Et ça, c'est une façon aussi d'attirer les Indiens, parce que quand ils vont se retrouver chez nous, moi, j'ai déjà des étudiants brillants indiens qui commencent à faire des travaux de recherche avec cet enseignant-chercheur indien. Imagine pour l'Institut Prairie, c'est au niveau des recherches. De toute façon, la recherche, c'est mondial. Et donc, il n'y a pas de frontières. Dans tous les laboratoires de l'université, pas que dans Prairie, il y a toutes les nationalités. Je voyais l'autre jour, j'étais à l'ENS, là, sur la sémantique, c'était une Roumaine, c'était une Italienne. Ça. Et on parlait tout à l'heure de garder nos étudiants, et que Vincent disait que c'est pas très grave qu'ils aillent faire un tour à l'étranger s'ils reviennent. Moi, j'ai même envie de dire, c'est pas très grave qu'ils même s'en aillent si le solde global est positif. Le problème, c'est que là, on est passé en solde négatif. Normalement, dans le mouvement international, il y a une partie des Français qui partent et qui ne reviendront jamais, mais tant qu'ils sont compensés par des Indiens, des Allemands, des Anglais, peu importe. Il faut absolument avoir ce mix, parce que quand on est au plus haut niveau de la recherche, on ne peut pas rester dans sa bulle. Il faut absolument, pour créer de
de l'émulation, de l'innovation, etc. Surtout qu'il y a un mercato aussi il y a un mercato chez les chercheurs aussi. Donc, mais c'est très important qu'ils aillent un peu partout pour se former à toutes les écoles de pensée. Dernier sujet là, que je voulais aborder, c'est je disais tout à l'heure, ça s'appelle l'AI Impact India. Est-ce qu'on l'a ressenti, ce côté fort sur l'impact environnemental, la frugalité, etc. Est-ce que ça, c'était un sujet marquant, François ? Moi, je ne l'ai pas ressenti sous le côté impact négatif, plutôt sous le côté impact positif. C'est-à-dire, quel impact l'IA peut avoir sur le développement de l'Inde en particulier et la sortie de la pauvreté de ce pays. Je discutais avec un de mes collègues qui me disait qu'il était allé en Inde il y a plusieurs années et qu'il avait vu, lui, progressivement la sortie de pauvreté de beaucoup de personnes. Donc, on voit bien que l'Inde est en train d'émerger, 7 ou 8% de croissance par an, je crois, quelque chose comme ça. Et l'IA va avoir un impact phénoménal en termes d'aide aux populations de sortir de la pauvreté. Comme maintenant, vous avez les petits pouces-pouces, les petites voiturettes qui vous emmènent. Maintenant, vous payez avec votre smartphone, clac-clac, comme ça. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Et ça, l'IA va permettre aussi d'apporter des gains très importants, de gains de richesse pour ce grand pays. Vincent, sur ce côté impact Je pense que moi, j'ai pas trop vu un impact environnemental. J'ai plus vu un impact dans les verticales à adresser. Donc, l'IA pour les sciences, en fait, sur la partie ingénierie. Ils ont beaucoup parlé de la protection de l'enfance aussi, ce genre de choses. Oui, sur la partie, oui, tout à fait. Mais c'est vraiment sur l'impact de l'IA, en fait, sur la société et sur le travail, plus que sur l'impact environnemental. Et du coup, oui, c'était très verticalisé. Mais parce que l'IA se verticalise énormément, en fait. De toute façon, on va devoir avoir une approche qui est très domaine spécifique de l'IA. Et l'Inde l'avait très, très bien compris. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelait l'Impact Summit. Oui. Isabelle, sur ce côté impact environnemental. J'ai trouvé aussi que ce n'était pas impact au sens impact environnemental, mais bien impact sur tous les domaines, et en particulier la santé était très très bien représentée. Oui. Dernier petit tour, la suite pour vous avec les relations, nous et là-bas, c'est quoi, Isabelle ? Donc voilà un rappel de signatures importantes avec ces instituts de recherche de New Delhi. On a rencontré les partenaires, c'était chouette, maintenant il faut travailler. Donc maintenant il va falloir concrétiser tout ça pour qu'il y ait vraiment de vraies collaborations one-to-one entre des chercheurs, probablement des échanges, probablement des étudiants co-encadrés. Et bien pour que maintenant ça se mette en place. Donc là, il y a quelques dossiers sur le bureau à Prairie qui naissent de ces partenariats. Vincent ? En fait, on peut avoir une approche qui est très top-down, c'est-à-dire qu'on peut avoir des MOU, des partenariats, et il y en a plein qui ont été signés, et c'est très très bien parce que du coup ça crante un peu les relations qu'on peut avoir entre la France et l'Inde. Mais il ne faut pas oublier qu'après, in fine, alors pour nous notamment, c'est des chercheurs, et qu'il faut absolument qu'on arrive à créer l'émulation au niveau des chercheurs pour qu'ils se rencontrent. Et c'est là où, en fait, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à créer des espèces de conférences entre chercheurs indiens et chercheurs français, les faire venir chez nous, que les nôtres aillent chez eux, qu'ils se rencontrent, parce que c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est que la recherche, pour réussir à avoir cette émulation, il faut que les gens travaillent ensemble. La recherche, c'est toujours très collaboratif, en fait. Et il faut qu'on arrive absolument maintenant à créer ces espaces de discussion entre nos différents chercheurs, pour réussir à accélérer, à cranter ces relations et derrière, ils puissent en parler à leurs étudiants et que ça, la mayonnaise prenne en fait. Et on rappelle à 40 millions d'étudiants. Enfin, c'est ça, c'est énorme. Et du coup, combien de chercheurs ? François ? Pour le CE et les écoles du groupe Omnes Éducation, c'est plus sur les étudiants en fait, comment accélérer les échanges d'étudiants. Et donc moi, à l'ECE, on a déjà 3 accords avec des grandes universités indiennes qui sont signés déjà. Là, on va en signer, on en a 5 en route. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des échanges, c'est-à-dire proposer à des étudiants indiens, comme je l'expliquais, à l'issue de leur bachelor, de venir faire un master chez nous, mais proposer à nos étudiants, par exemple de l'ECE, d'aller en Inde. Aujourd'hui, moi, j'offre 150 destinations pour nos étudiants qui peuvent partir en première année du cycle ingénieur ou ensuite. L'Inde, ils n'y vont pas beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas bien l'Inde. Et ben moi, le but de ma visite, c'était aussi d'aller témoigner en tant que directeur de l'école à l'ensemble des étudiants de l'école pour leur dire « Allez en Inde, il se passe des choses incroyables et les voyages forment la jeunesse ». Donc, aller en Inde, c'est un bon pays à découvrir. En plus, culturellement, c'est très riche. Il y a des merveilles à voir. Et puis, moi, j'adore la nourriture indienne. Voilà, ça, c'était ma petite note personnelle. Merci encore une fois à tous les 3. Isabelle Rill, vice-présidente de IA à l'université PSL et directrice de l'IA Cluster Prairie de Paris School of AI. Vincent Rapp, directeur exécutif d'AI Paris, ce centre d'excellence IA entre HEC Paris et porté par HEC Paris et l'Institut Polytechnique de Paris. Et François Stéphan, merci, directeur général de l'ECE et Chief AI Officer du groupe Omnes Éducation.
l'émission. Voilà, c'était ce regard on voulait avoir à travers vous de ce qui s'est passé en Inde. Mais ça se poursuit. On va avoir le Tech Flash dans un instant avec Léa Benaïm pour l'actu de la tech, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses encore aujourd'hui. Mais ensuite, on va retrouver 3 startups dans le domaine de la biotech, du quantique et de l'espace qui étaient là-bas. Et justement, ils vont nous raconter aussi leurs impressions de leur carnet de voyage aussi. Allez, à tout de suite sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, émission spéciale Inde aujourd'hui, mais il ne faut pas manquer l'actualité tech qui a été encore très riche. Et nous allons la découvrir avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et à la une, c'est un coup de tonnerre chez Xbox. Phil Spencer, le patron emblématique de la branche jeux vidéo de Microsoft, a annoncé son départ à la retraite après 40 ans de bons et loyaux services. Et il n'est pas le seul à quitter le navire. Son bras droit, Sarah Bond, qui était pressentie pour lui succéder, quitte elle aussi ses fonctions. Pour les remplacer, le groupe mise sur un profil inattendu et pas du tout gaming. Il s'agit d'Asha Sharma qui était jusqu'ici à la tête de la division IA de Microsoft. Et puis cela fait des mois qu'on vous parle du mystérieux appareil boosté à l'IA de Sam Altman et de Jony Ive. On en sait finalement un peu plus aujourd'hui. Il s'agirait donc d'une enceinte connectée équipée d'une caméra et d'un système de reconnaissance faciale. Un produit qui rappelle le HomePod d'Apple sur lequel Jony Ive avait travaillé mais avec une dose d'IA en plus. La sortie est prévue pour l'année prochaine pour un prix entre 200 et $300. Et puis c'est Honor qui prévoit de se lancer dans les robots humanoïdes. Et oui, c'est en tout cas ce que laisse présager une vidéo postée par le fabricant chinois de smartphones sur ses réseaux. On y voit le Magic V6, le nouveau smartphone pliable de la marque, ainsi que le très attendu Robophone, mais surtout un robot humanoïde. Des annonces qui sont prévues la semaine prochaine à l'occasion du MWC. Et selon plusieurs médias américains, il s'agirait d'un robot domestique à destination donc des particuliers. Dans l'actualité du spatial, nouveau revers pour la mission Artemis qui est une fois de plus reportée. La fusée va faire un retour au stand en raison d'un problème technique. Elle ne pourra donc pas être lancée début mars comme prévu, mais au plus tôt en avril. Un coup dur pour cette mission capitale qui doit envoyer 4 astronautes pour un survol de la Lune, une première depuis plus de 50 ans. Et enfin en France, à quelques jours de la 51e cérémonie des Césars, 4000 artistes dénoncent le pillage des outils d'IA. Un cri d'alerte publié dans les colonnes du Parisien ce dimanche. Parmi les signataires, Gérard Jugnot, Franck Dubosc ou encore Léa Drucker. La tribune appelle à la création d'un cadre juridique pour, je cite, que l'IA puisse coexister avec le travail des artistes et le respect des droits d'auteur et des droits voisins. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour un nouvel épisode de quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end. Et au programme cette semaine, l'incroyable histoire du logiciel français VLC, racontée par l'un de ses créateurs, Jean-Baptiste Kampf. On écoute un extrait. Par exemple, sur une année de VLC, on aurait pu faire 10-15 millions d'euros. Et donc, on nous propose, pas une fois ni 2 fois, mais au moins 3 ou 4 fois, donc une fois par un des GAFAM, qui nous propose, franchement, des chiffres. Un des GAFAM ? Bien sûr. Google. Google voulait racheter VLC ? Non, ils nous proposaient un deal où, à chaque fois que tu installais VLC, tu installais Chrome. C'était comme ça. C'est comme ça qu'ils ont installé Chrome. D'accord. En utilisant ça. Oui, parce qu'ils avaient besoin d'avoir des nouveaux utilisateurs. Mais surtout, et ils payaient cher pour ça, en fait. 1 euro l'install. Waouh. 1 euro l'install. C'était absolument... Et donc, évidemment, tout le monde a tenu. Et en fait, moi, j'étais contre, parce que je prouvais que c'était une violation de l'esprit VLC, que, évidemment, ce qui allait se passer, c'est que comme c'est un logiciel open source, quelqu'un d'autre allait faire un VLC 2, VLC+, et allait récupérer une partie de la base installée, ça allait tuer le truc. Et je trouvais que c'était une violation de l'esprit des 50 gars, et filles d'ailleurs, qui avaient bossé sur le projet avant moi. Et en fait, c'est peut-être mon éducation qui est par mes parents de catholiques de gauche, mais moralement, ça allait pas. Et moi, ce qui est important, c'est que le soir, je me couche, je sois fier de moi. Voilà, Jean-Baptiste Kempf à découvrir dans De quoi je me mail qui raconte l'histoire de VLC. Puis vous pouvez retrouver souvent ici Jean-Baptiste Kempf parmi nos débriefeurs de ce Tech & Co. Allez, tout de suite, on va repartir en Inde. Nous y étions avec des chercheurs, des patrons d'école. Et bien là, nous sommes avec des start-upers qui étaient là-bas et qui nous ont raconté leur carnet de voyage. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, start-up de retour d'Inde avec nous ce soir, Romain Luquen. Bonsoir Romain. Bonsoir Frédéric. Bienvenue, cofondateur et président d'Aldoria. On est dans le Space Situational Awareness. Alors je vais le dire en français. On surveille, c'est une trentaine de télescopes, voilà, à travers plusieurs continents qui surveillent l'espace pour voir les débris, les déchets et voir voilà comment il faut. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a combien à peu près des déchets 1 million de débris qui peuvent détruire un satellite. Voilà, donc autant avoir de bons outils pour tout ça. Et on reparlera dans un instant justement de l'espace, que les Indiens sont aussi très avancés dans le monde spatial. David Delbourgo, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, PDG de White Lab Genomics. Là, on est fondé en 2019, on est dans tout ce qui est thérapie génomique, biotech. Et là aussi, les Indiens sont très friands de ces technologies, sont très en avance. On en reparlera. Et Valérian Giez, cofondateur de Candela. Bonsoir. Bonsoir. Valéria. Et là, on est dans l'une de nos pépites françaises du quantique, évidemment. Et là aussi, alors je pensais que l'Inde était moins avancée que ça, mais visiblement, ils sont bien avancés aussi dans le... Oui, ils ont une stratégie... En tout cas, ils ont une stratégie, il faut qu'ils s'y mettent. Oui. Et donc, ils sont très intéressés. Alors tiens, première question là, à vous trois. Votre présence, alors c'était le but. Là, tout à l'heure, nos intervenants qui étaient là, il existe une sorte de Vivatech. Bon, il y a la partie diplomatique, institutionnelle, les chefs d'État et tout ça. Mais sinon, ça ressemblait beaucoup à un Vivatech. Il y a le village des startups et on y était, on rencontrait des investisseurs, des partenaires. Valérian, justement, cette présence de Candela en Inde. Très il n'y a pas de bureau aujourd'hui de Candela. Il n'y a pas de bureau. C'était notre première visite sur le territoire indien et ça a été très profitable. Ça nous a vraiment permis de nous faire connaître auprès de l'écosystème indien, de rencontrer finalement pas mal d'acteurs dans toutes les régions, parce qu'en fait finalement il y a beaucoup d'États différents. C'est un continent. Il y a 7 grandes régions, je crois, plus d'un État continent. Et puis alors, on était à New Delhi, mais alors tout l'écosystème de Bangalore était là. On a pu échanger avec chacun d'entre eux et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire en Inde. 40 millions d'étudiants, on nous disait tout à l'heure. 40 millions d'étudiants. Donc, c'est quand même quelque chose. Et on reviendra justement sur le quantique et l'Inde. David, donc là aussi, beaucoup de partenariats à signer avec des... Ils en sont où au niveau biotech, les Indiens? Alors, c'était aussi la première fois pour moi et pour White Lab pour découvrir le marché en Inde. C'est un marché qui est en pleine expansion. Il se développe énormément. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'Indiens qui ont étudié aux États-Unis dans l'écosystème bostonien, qui est donc l'écosystème biotech, qui aussi reviennent en Inde pour travailler dans leur pays d'origine. Et donc, il y a un dynamisme incroyable à Bangalore, Valérian le mentionnait tout à l'heure, avec des grosses sociétés que l'on ne connaît pas forcément, qui sont des grosses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, qu'on a pu découvrir. Donc, découverte de l'écosystème, très fort dynamisme et une forte envie autour de l'intelligence artificielle également à travers ce sommet de l'IA. Une culture différente, évidemment, mais est-ce que la culture ingénieure, elle ressemble un peu à notre culture française? Elle est extrêmement forte, une culture très technologique, très scientifique. J'ai pu parler avec des scientifiques de pointe, dans des hôpitaux, dans des centres de recherche. C'est facile de se connecter justement culturellement. Déjà, tout le monde parle anglais, donc on a vraiment un accès qui permet de discuter très concrètement. Et puis, il y a une envie de faire du business en Inde qui est très forte. Donc, on parle très concrètement. Et donc, pour nous, c'était un voyage à succès. Romain Luquen, donc Aldoria, donc, vous avez d'ailleurs annoncé un partenariat stratégique avec une société qui s'appelle Axidiscate, cette technologie LTD Limited. Et c'est comme beaucoup, quand on va dans ces pays-là, voilà, on connaît Tata, on connaît quelques gros groupes, et puis là, on découvre quelques géants aussi. Et ça fait partie des grands acteurs de l'aéronautique en Inde. Oui, tout à fait. Axis-Cades, c'est un acteur majeur dans la défense et l'aérospatiale en Inde. C'est une société qui fait à peu près 4000 personnes, qui travaille avec MBDA, par exemple, en France. Et on a signé un contrat important avec eux cette semaine. On avait annoncé le partenariat à l'occasion du Bourget au mois de juin. Et là, on a pu concrétiser
une première commande, donc la commande d'une station avec un contrat de maintenance et d'exploitation et un cadre de coopération sur le partage de la donnée. Oui, parce que c'est ça, c'est important. On en a parlé juste avant. Alors, on était plus sur les données personnelles, mais j'imagine que ça, c'est des éléments importants, parce que c'est bien de s'échanger des algorithmes, de parler technologie, mais il y a quand même un moment où il faut partager un peu plus, notamment sur la data. Oui, tout à fait. Donc, la volonté des Indiens, c'est d'avoir une infrastructure souveraine en matière de surveillance de l'espace, comme toutes les grandes puissances spatiales aujourd'hui. Mais effectivement, il y a la volonté de faire partie d'un réseau d'États et de partenaires qui sont compatibles avec l'Inde. Et donc nous, en apportant cette première station, on apporte aussi la capacité de mobiliser tout un réseau dans lequel on a investi au fil des années. Justement, sur ce sujet de l'espace, alors évidemment, on sait que les États-Unis, les Chinois, on entend aussi les Saoudiens, les Japonais, alors les Français évidemment par des partenariats, mais aussi par, on a Ariane Espace, on a quelques beaux projets dans ce domaine. Les Indiens, ils en sont où aujourd'hui? Parce qu'on entend parler d'eux, mais est-ce que ça y est, ils sont très avancés? Est-ce qu'une fusée indienne est proche? On en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'Inde a un programme spatial tout à fait développé avec deux versions de fusées qui volent bien. Alors il y a eu quelques échecs, il y a eu deux échecs récemment, mais comme toujours dans cet univers. Mais globalement, il y a une technologie qui fonctionne. D'ailleurs, avec un moteur fusée qui est issu de technologie française, qui était le moteur d'Ariane 4. Et aujourd'hui, l'Inde a une très forte ambition dans le spatial. Ils ont envoyé une sonde sur la Lune il y a 2 ans environ, avec un budget qui semble complètement invraisemblable vu du monde occidental. Mais ils sont parvenus et c'est tout à fait remarquable. Sur Valérian, sur le quantique, on dit il y a encore beaucoup à faire en Inde. Ils en sont où là concrètement? Alors les Indiens ont annoncé une stratégie, ce qu'ils appellent leur mission nationale en 2023. Qui commence à se mettre en route, puisqu'ils ont annoncé des achats d'ordinateurs quantiques de différentes technologies. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaît très bien la population indienne comme étant des très bons ingénieurs en logiciel. Oui. On a souvent tendance à dire qu'on va faire programmer en Inde. Là, sur le quantique, ils le veulent aussi se positionner sur le matériel. C'est-à-dire que l'Inde veut se positionner comme un fournisseur qui va développer ses propres technologies matérielles. Et donc, du coup, on a pu rencontrer les différents centres de recherche qui vont se positionner sur la technologie photonique, notamment, puisque c'est celle qu'a choisi également Candela pour développer ses ordinateurs quantiques. Et donc, on a aujourd'hui des accords en cours de signature grâce à cette visite pour construire ensemble des solutions quantiques à partir de... Et ils ont cet écosystème qui se continue, parce que le nôtre commence à être assez riche. Candela en fait partie, évidemment. On a comme ça 4-5 entreprises qui sont plutôt bien. On a des cantonations, on a des fonds qui sont en train de monter. On a des gros industriels qui poussent aussi, des Thales, des Atos, alors dans différents domaines, la simulation, etc. Mais là-bas aussi, on est un peu en avance par rapport à eux, où ils sont... Alors oui, là, je peux dire honnêtement qu'on est en avance par rapport à eux, et eux d'ailleurs ils font le constat que leur mission a un peu patiné au départ, et il y a une vraie pression ministérielle pour accélérer, rattraper le retard. Et donc, cette visite a aussi fait l'objet de pas mal de discussions pour pouvoir aller plus vite sur ce sujet. Mais le but, c'est ça, c'est de s'inspirer de ce que l'on peut faire chez nous, mais c'est, si je comprends bien, c'est avoir rapidement leur solution à la fois IA, quantique, avoir leurs propres outils, mais matériels aussi, ça c'est important. En fait, c'était aussi un peu ce que disait le président Macron lors de la visite, c'est qu'on a ces valeurs communes qui consistent à finalement être un peu souverain sur un certain nombre de technologies. L'Inde veut être souverain sur des technologies d'intelligence artificielle. Ils ont un voisin un peu au-dessus, Et ils veulent être souverains aussi sur des technologies quantiques. Et donc, il y a un axe de collaboration qui est possible, je pense, entre la France, l'Europe et l'Inde, dès lors que ça peut se faire en pleine conscience de ces enjeux. Et pareil, même question pour White Lab Genomics, David. Oui. Donc, c'est dans un secteur très, très précis de la biotech sur la médecine génomique, les thérapies innovantes. Et là aussi, ils en sont où les Indiens? Alors, c'est ce qu'on a constaté avec une surprise
entreprise très positive. Ils avancent de plus en plus vite sur les thérapies innovantes. Ils ont déjà un écosystème très riche sur les petites molécules qui sont donc la biochimie classique pour les traitements, très développé. Un réseau d'hôpitaux également très développé. On a pu visiter le All Indian Medical Science Institute à New Delhi, d'ailleurs où le président Macron a inauguré un partenariat franco-indien. Donc l'écosystème est présent et se tourne vers les technologies innovantes. On a même pu discuter avec des entreprises qui ont développé des thérapies innovantes, des thérapies cellulaires dans les traitements contre le cancer. Et là, on est dans du Made in India. Du Made in India. On n'est pas dans des gens qui sont à l'étranger. Non, là, on est vraiment dans du Made in India avec des essais cliniques en Inde et avec des coûts de structure défiant toute concurrence par rapport à ce dont on a l'habitude en Europe. Donc, un vrai potentiel et encore une fois, l'aspect technologie qui vient se mélanger au développement de nouvelles molécules biologiques et il y a un très fort dynamisme autour de ça. On a senti, ceux qui vous ont précédé sur ce plateau là à l'instant, Institut Prairie, du Lab iParis, donc HEC, Institut Polytechnique, d'un groupe privé, c'est le CE, le groupe Opnes, donc d'éducation, disait que voilà, il y avait un lien qui était en train de se nouer un peu fort entre la France et l'Inde. Vous l'avez ressenti. Emmanuel Macron parle d'une troisième voie. Alors je crois quelqu'un qui a présenté dit pourquoi non, c'est je sais plus le nom, Henri Verdier, voilà, qui est une des figures du numérique en France, qui a dit mais pourquoi une troisième voie? Non, on est la première voie. Mais enfin, tout ça pour dire, on sent, Romain, que voilà, il peut y avoir une alliance plus forte entre la France et l'Inde. Alors là, dans votre cas, dans le domaine du spatial. Oui, tout à fait. Effectivement, une volonté d'être ni américain ni chinois. Et donc, on se retrouve en ça quand on va en Inde, c'est clair. Et je pense que le partenariat franco-indien a beaucoup de force aujourd'hui de par ses intérêts convergents. Et dans le spatial en particulier, et dans la surveillance de l'espace. Donc, l'Inde a lancé un programme via son agence spatiale il y a 4 ans à peu près. C'est incroyable, hein, je le disais. Je crois plus précisément, c'est 25 télescopes sur 5 continents qui surveillent sans cesse tout notre espace et qui repèrent chaque débris. Ça va être le plus petit, c'est combien? Alors nous, on détecte des objets jusqu'à 6 cm aujourd'hui. Ouais. On est en train d'assembler un prototype et de le tester qui descendrait jusqu'à 3 cm. Les ovnis, non, pas encore. Les ovnis... Il paraît que ça va être déclassifié par les États-Unis. On va voir ce qu'ils nous diront. On va voir ce qu'ils nous diront. Tout à fait. Non, c'était pour plaisanter. Donc voilà, les Indiens, ils ont identifié ce sujet, mais aujourd'hui, ils ont un besoin opérationnel qui est urgent. Ils ont effectivement des gros enjeux avec la Chine, des gros enjeux avec le Pakistan. On a vu l'opération Sindor l'année dernière. Et donc maintenant, c'est plus seulement un besoin de l'agence spatiale, c'est un besoin des forces armées. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a des industriels de défense qui se disent il faut investir, qui investissent avant les commandes publiques, ce qui est remarquable, pour pouvoir développer une capacité indienne dans un réseau de partenaires qui sont validés au plus haut niveau. C'était très important de faire partie de cette délégation officielle. Vous sentez qu'il va y avoir, j'imagine dans votre domaine, mais dans d'autres domaines aussi, cette bataille entre ces deux superpuissances, hein, la Chine d'un côté, l'Inde de l'autre. La Chine qui va être confrontée aussi à une baisse démographique. Hein. Alors bon, même si on reste dans des populations de plusieurs centaines de millions d'habitants, mais là aussi, donc il va falloir pallier. Oui, tout à fait. Le président Trump a changé la politique en fait des États-Unis en matière de données de surveillance de l'espace, en rendant possible la commercialisation, voire la restriction d'accès aux données qui sont aujourd'hui publiées à la plupart des partenaires. L'Inde en bénéficie, mais elle se sent aujourd'hui vulnérable. Et c'est vrai que ces données de surveillance de l'espace, ça pourrait être un levier stratégique aujourd'hui entre grandes puissances. J'imagine pareil dans l'univers du quantique, hein, puisque dans l'univers du quantique, ça va dans plusieurs domaines. Il y a l'observation, le chiffrement, la cybersécurité. Donc là aussi, de gros enjeux, un peu ce qui rappelle ce dont vient de parler Romain. C'est un immense enjeu, puisque demain, toute notre technologie de numérique vont devoir s'appuyer sur le quantique, et donc l'Inde en est bien conscient. Hein. C'est plein de chercheurs qui ont été étudiés au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, qui reviennent en Inde, et donc ils sont très bien éduqués, sont très bien informés sur la nécessité d'avancer vite sur le quantique. Et effectivement, l'Europe comme l'Inde doivent créer leur voie, qui ne sera pas celle des États-Unis, qui ne sera pas celle de la Chine. On voit qu'il y a une très grosse compétition, donc comme dans l'intelligence artificielle. Ça peut être allié avec nous
c'est plutôt bien. Ça peut être allié avec nous. De toute façon, je pense qu'on a bien compris que les choses allaient se faire dans le respect de l'un et de l'autre, avec des valeurs culturelles, des valeurs technologiques communes. Mais après, ça va dire qu'il va falloir que chacun accepte que chacun ait son niveau d'indépendance. Les Français l'ont bien compris, les Indiens l'ont bien compris. Je pense qu'on arrive maintenant dans on sent qu'il y a un respect un peu plus mutuel que... Oui, c'est une prise de conscience. Je ne vais pas dire que c'est les méchants Américains, mais les Américains, c'est un peu business first. Alors, là aussi, tout le monde veut faire business first, mais où il peut y avoir un rapport plus respectueux entre la France et l'Inde. Il y a une prise de conscience sur le respect de la position en face, de dire on va travailler ensemble, vous aurez votre souveraineté, on aura la nôtre, et tout ira bien comme ça. Et au niveau des investisseurs, il y a beaucoup d'investisseurs, parce que j'imagine ça vous intéresse aussi, Candela, de nouer des partenariats, de voir des investisseurs indiens, parce que là-bas aussi, il y a des grosses fortunes, des gros holdings familiaux, il y a des très grandes entreprises. C'est les plus grandes fortunes d'Asie, en fait, les Indiens. Si on regarde les 1% les plus riches d'Inde, c'est des fortunes monumentales. Moi, je les ai pas encore je les ai pas beaucoup vus sur la tech. Ils sont d'abord énormément sur le real estate, parce que ça construit énormément en Inde. Mais effectivement, il suffirait qu'ils se mettent à investir massivement dans la technologie. Ça représente tout de suite quelques c'est tout de suite des fortunes énormes. Ouais. David Delbourgeot, justement sur cette troisième, ces liens entre la France et l'Inde, y compris dans ce domaine de la biotech. Oui, dans ce domaine, on parlait de souveraineté lorsqu'on développe des médicaments. C'est important, on l'a vu pendant le Covid. On a besoin d'avoir un niveau de souveraineté qui est important pour développer nos propres vaccins, pour développer nos propres thérapies. Et donc, c'est aussi un des sujets de la France, de l'Europe et de l'Inde. Et donc, faire ces partenariats, ça veut aussi dire progresser plus vite ensemble, avancer plus vite ensemble, garder un niveau de souveraineté dans la sophistication des thérapies. Donc, et d'ailleurs, l'Inde avait développé son propre vaccin contre le Covid en 2020. Donc, il y a vraiment ces enjeux-là et ce déplacement en Inde. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la French Tech qui nous a permis, et Business France qui nous a accompagnés pour pouvoir découvrir tout l'écosystème technologique de Bangalore et hospitalier également de parce que vous êtes passé quelques jours à Bangalore, qui est un peu la Silicon Valley indienne. Exactement, la Silicon Valley. Avant d'aller à New Delhi au sommet. Et ensuite New Delhi au sommet de l'IA. Donc la French Tech et Business France qui nous ont accompagnés. Sur les enjeux de souveraineté, de partenariat, c'était un sommet pour moi très concret, très appliqué. À différentes industries, on le voit bien ce soir, donc avec un grand succès et des partenariats à venir. Et ce qu'il faut, c'est ça, la suite, c'est réussir à créer ce pont entre la France et l'Inde. Alors, on sait que dans le quantique, il y a la téléportation quantique, parce qu'il y a quand même la distance, faut quand même, elle existe, et même si un jour on en revient à des vols supersoniques, ça reste une distance importante, mais il faut réussir à vraiment créer ce pont. C'est une distance qui va nous permettre de travailler en toute sécurité et en confiance finalement, puisque en fait, je pense entre l'Europe et l'Inde, ça va passer en piété, sur des sphères d'influence qui sont totalement différentes. Et donc, je pense qu'il y a là un axe de collaboration qui est en train de se construire. On l'a vu avec les derniers accords entre l'Union européenne et l'Inde. Et puis là, la livraison, la signature des contrats sur les Rafales nous montre aussi qu'il y a une confiance, il y a une collaboration qui est en train de se construire, parce que de toute façon, on est sur deux grandes puissances économiques qui sont finalement obligées de s'allier et qui vont chercher une collaboration constructive entre elles. Et là, on sent qu'il y a cette fenêtre de tir, façon de parler, évidemment, dans le domaine spatial. Mais Romain, on essaie d'avoir cette nouvelle voie. Et vous l'avez bien senti en étant là-bas, par rapport... c'est vrai qu'on entend un peu moins les Russes dans le domaine spatial en ce moment, mais... Les Chinois très présents, les Américains évidemment. Oui, c'est vraiment une nouvelle voie. Et effectivement, il y a une voie commerciale qui fait concurrence à la route de la soie, qui est en train d'être montée entre la France et l'Inde, qui passe par le Moyen-Orient. Et donc, c'est effectivement pas seulement des cargos, c'est aussi des biens technologiques, des services. Et dans le spatial, évidemment, on est sur un sujet souverain. Donc, quand ça s'aligne au niveau politique, ça permet de faire du business en confiance et c'est extrêmement important. Il y a des choses qui vous ont marqué, Romain, dans ce qui s'est dit là-bas, parce qu'il y avait quand même pas mal de patrons. Alors on sait que Sam Altman, il a tout d'un coup fait une sortie, on a un besoin urgent de régulation. On a entendu, évidemment, des gens un peu plus impliqués, des Sundar Pichai, patron de Google, puisque je ne sais pas s'il est né en Inde, mais en tout cas, d'origine indienne. Satya Nadella, lui, est né en Inde. Qui se sont montrés, montré un certain intérêt, évidemment, pour le pays, avec
avec lequel ils ont un lien plus qu'un simple lien business. Oui, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la profondeur de ce partenariat stratégique et la confiance qui est en train de se nouer dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'IA, dans le domaine des infrastructures d'énergie. Et en fait, oui, c'est vrai, on n'a pas parlé d'énergie, mais... C'est des axes qui sont tellement centraux pour des sociétés, et on a l'impression que là, on se positionne pour 10 ans de coopération avec l'Inde dans tous ces secteurs-là, et ça va être extrêmement important dans le domaine spatial, et nous, avec ce partenaire Axis-Cades, on se projette sur vraiment le long terme, et eux aussi, et on en est ravis avec des montants qui se comptent en dizaines de millions d'euros. Oui, Valérien. Oui, j'ai un point de vigilance parce que vous le dites vous-même. Il y a beaucoup de CEO indiens en Silicon Valley, et en fait, les plus grands talents de la Silicon Valley sont quand même. C'est la plus grosse diaspora. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a beaucoup de mal à attirer des Indiens, enfin des étudiants indiens ou des chercheurs indiens vers l'Europe. Mais donc, une deuxième conséquence, c'est que finalement, il y a beaucoup de business qui se fait entre la Silicon Valley et l'Inde, et les Indiens qui sont en Silicon Valley investissent massivement dans les startups indiennes, ce qui crée des connexions fortes au niveau technologique. Donc là, il y a quand même une connexion qui se fait de par les racines chacun. Et donc, effectivement, il faut rester vigilant sur ce point, malgré ce qu'on a dit, sur cette envie de travailler entre l'Inde et l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière, et les personnes sont en Californie et en Inde, et il y a voyage, donc elles sont là. Donc, il faut rester lucide sur cette connexion. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec justement iParis, qui disait, voilà, notre souci, c'est leur montrer que nous aussi, on a beau être français, on fait de l'enseignement en anglais, de très bonne qualité. Il faut qu'on leur montre aussi le package. Lorsqu'on veut faire ses études, souvent dans certains anglo-saxons, on a tout le package. On a la chambre d'étudiant, on a le petit boulot, on a le sport à côté. Nous, parfois, c'est arrivé à Paris, c'est un peu plus sportif. Donc, il y a ça aussi à mettre en place pour attirer ces étudiants indiens. David, sur justement ce pont. Moi, je trouve qu'il est ce pont. Moi, j'ai été sollicité par beaucoup de personnes justement qui cherchent potentiellement un emploi pour rejoindre White Lab ou faire un stage après leurs études dans des domaines spécialisés. En Inde. Donc, il y a aussi une envie. C'est ce qui m'a marqué. Il y a une envie très très forte de participer à la révolution technologique de l'intelligence artificielle en ce qui nous concerne dans le domaine de la biologie. Et je l'ai vraiment ressenti. Donc, il y a cette passion et cette envie d'avancer. Également de venir en Europe pour étudier ou pour faire un stage. Ce côté autre voie, je ne vais pas dire troisième voie, mais autre voie aussi, de dire tiens, l'Europe, je n'y avais pas forcément pensé, parce que justement, j'ai des cousins qui sont aux États-Unis, donc je pense plutôt à ce pays-là. Le lien un peu historique avec le Royaume-Uni, entre l'Inde et le Royaume-Uni. C'est vrai, mais je trouve que ça change. Notamment par rapport aux États-Unis, où peut-être que maintenant la France et l'Europe deviennent aussi des endroits très attractifs, avec beaucoup d'initiatives autour de ça, d'amener des scientifiques du monde entier en France. Et nous, on a beaucoup de demandes qui viennent de l'étranger, donc je l'ai aussi également ressenti en Inde. Et maintenant, de plus en plus, les sociétés de la French Tech sont des sociétés avec des marchés internationaux, donc c'est pas des sociétés que françaises qui accueillent des personnes du monde entier. Valérian et puis Romain. Oui, moi, juste pour dire, on voit que les Indiens forment énormément d'ingénieurs, mais attention, c'est du côté des employeurs, parce qu'il y a beaucoup plus de gens sur le marché du travail. C'est très difficile d'avoir des chiffres concrets, mais le taux de chômage des jeunes est énorme en Inde. Et donc, ceux qui sortent... surtout avec l'IA, le développement, tout ça. Surtout avec l'IA, donc il y a un très gros enjeu. Et finalement, les talents, aujourd'hui, les ingénieurs sont en recherche de jobs. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des opportunités pour les entreprises du monde entier pour aller accéder à ces talents. C'est des gens motivés, plutôt bien formés, et qui demandent vraiment à accéder à des fonctions. Donc c'est des opportunités, mais c'est aussi un enjeu pour l'Inde, c'est d'avoir finalement donné du travail à tous ces gens-là. Romain ? Oui, l'Inde se voit historiquement comme la porte du Sud global, ou le leader du Sud global. Et nous, Français et Européens, on va pas faire partie du Sud global, donc il va falloir trouver un autre discours. Et l'enjeu, ça va être de les détacher de la Russie. La Russie fait toujours du business en Inde. Et il faut qu'on arrive à trouver un mode de coopération qui soit un peu différent, un peu privilégié avec l'Inde. Et ça prend le bon chemin, je pense.
Bon, eh bien, messieurs, merci d'être venus nous parler de tout ça. C'était vraiment passionnant, hein, vraiment. On espère qu'il y aura encore d'autres voyages comme celui-ci. C'est vrai que l'année dernière, c'était sommet franco-indien. Cette année, c'est plutôt indien, indo-français. Bon, l'année prochaine, les High Summit sera à Genève. Là, voilà, on verra s'il y a beaucoup d'Indiens justement à venir, si on réussit à continuer à nouer ce lien. Merci à tous les trois. En tout cas, Romain Luquen, cofondateur, président d'Aldoria, avec une belle signature, donc avec Axis Cades, c'est ça, pour la surveillance de l'espace avec les débris très nombreux. David Delbourgeot, PDG de White Lab Genomics, donc sur les thérapies génomiques et de toutes les innovations en biotech. Et Valérie Angiez, on suit bien entendu votre actualité sur le quantique. Là, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Merci en tout cas à tous les trois. Nous, on se retrouve demain. On reprendra un débrief plus normal, mais on reparlera certainement un peu de ce qui s'est dit en Inde avec nos débriefeurs. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.